Bonjour, merci à vous d'être présents pour cette nouvelle conférence du cycle organisé par le comité d'histoire de la ville de Paris et consacrée aux nuits parisiennes. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir Laurence Guignard. Laurence Guignard est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Elle est spécialiste de l'histoire des sciences, de la circulation, de la diffusion, de la réception des savoirs scientifiques. Elle a travaillé sur l'histoire de la psychiatrie et a notamment publié un livre intitulé « Juger la folie criminelle devant les assises » paru aux presses universitaires de France en 2010. Mais elle travaille aujourd'hui surtout sur l'astronomie, sur l'observation et l'imagination du ciel. Et c'est à ce sujet qu'elle va consacrer sa conférence d'aujourd'hui avec ce beau titre « Guetteur de lune et observateur du ciel ». Bonne conférence. Bonjour à tous, je vous remercie de cette invitation donc à participer à ce cycle sur les nuits parisiennes. Et je voudrais commencer par partir d'un constat dans ce cycle. Je ne sais pas si vous suivez l'intégralité du cycle en général, mais le ciel et les astres sont peu présents dans la série des conférences qui est consacrée pourtant aux nuits. C'est la même chose dans le livre d'Antoine de Bec. Peu de place est faite au ciel, aux astres, et c'est tout à fait normal parce que les nuits de Paris au XIXe siècle, les nuits modernes, elles se peuplent, elles s'animent, elles s'illuminent. Ce sont des nuits festives, mais aussi des nuits sans ciel, ni lune, ni étoile. La ville moderne illumine les nuits d'une lumière artificielle qui refoule donc le ciel, la nature, les cycles cosmiques hors du paysage. On est donc dans un temps décalé, un temps du coup ouvert à la transgression. Et pourtant, c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui, il existe bien une modernité du ciel au XIXe siècle. Celle-ci s'articule évidemment au mouvement de désenchantement du monde, mais elle puise aussi largement à la science astronomique pour faire du ciel un espace naturel et non plus surnaturel, mais aussi un espace qui offre une part d'enchantement et qui va considérablement fasciner les contemporains. Les images scientifiques, en l'occurrence les images astronomiques, sont un élément essentiel de cette transformation. Elles rendent possible les échanges entre une discipline très technique, qu'est l'astronomie, et la société dans une grande épaisseur sociale, puisque ça intéresse beaucoup de monde, comme on va le voir, ces images du ciel. Ces images donnent figure à de nouvelles conceptions du ciel. Elles s'avèrent véritablement, à mon sens, capables d'incarner une modernité du ciel, et elles agissent puissamment sur les esprits des contemporains. Alors, que sont ces images ? Je vais essayer de me fixer sur un type d'image qui, de mon point de vue, est le plus important. Mais on a le choix, en réalité. Si on considère l'histoire de l'astronomie, mais ça va être le premier panneau, il y aurait le choix entre ces trois options qui seraient susceptibles d'incarner une modernité des images du ciel ou des images de l'astronomie. Alors, entre autres, et de tout un réseau d'observatoires dans le monde entier qui s'appelle le projet Carte du ciel. Le projet Carte du ciel, c'est un projet qui a démarré en 1884 et qui avait pour but de réaliser une cartographie photographique du ciel et de cartographier la répartition des étoiles dans le ciel à partir de très grands instruments et d'un dispositif photographique qui joue aussi comme un instrument d'agrandissement, c'est-à-dire qu'il y a le télescope qui agrandit la partie du ciel qu'on regarde et la plaque photographique qu'on va laisser pendant des temps de pause très très longs et qui va accumuler la lumière des étoiles, ce qui va permettre de voir des étoiles qu'on ne voit pas à l'œil nu et même qu'on a du mal à voir avec des télescopes puissants. C'est un projet qui suscite de grands espoirs à la fin du XIXe siècle, avec des images qui circulent, même si elles gardent quand même un caractère un petit peu austère, de moucheté comme ça sur un ciel noir. Mais au XXe siècle, cette cartographie du ciel, elle s'avère impraticable, tout simplement parce que plus les instruments sont puissants, plus ils révèlent un nombre important d'étoiles, et ça devient impossible d'en effectuer la cartographie. Donc ça, c'est la première de ces images qu'on ne va pas retenir comme susceptible d'incarner une modernité du ciel. La seconde, alors là, c'est une image scientifique
qui est porteuse d'avenir par rapport à l'histoire de l'astronomie. C'est une image spectrographique. À l'époque, on parle de chimie de la lumière. On a donc des instruments qui sont capables d'analyser la lumière des étoiles et de produire ce type d'image photographique avec des raies, avec un spectre lumineux. Et le spectre renseigne sur les objets célestes. Donc c'est vraiment une technique qui va se développer et qui va porter le développement ultérieur de l'astrophysique. Mais ce sont des images qui circulent assez peu à l'époque, qui sont peu spectaculaires, qui réclament une technicité pour être comprises. Et donc, elles sont importantes dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'astronomie, mais pas dans notre perspective d'une réflexion sur l'histoire de l'imaginaire social du ciel. Et la troisième, c'est elle qu'on va retenir comme susceptible d'incarner une modernité du ciel, d'un ciel naturalisé. C'est une image photographique de la Lune, qui elle aussi est faite à l'Observatoire de Paris à la toute fin du XIXe siècle, à l'aide de grands instruments et à l'occasion d'un programme justement de cartographie photographique de la Lune qui va déboucher sur la publication d'un atlas photographique de la Lune, publié sous la direction de deux astronomes, Lévy et Puiseux. C'est surtout Puiseux qui réalise la réalité du travail. Et on va avoir des publications par fascicule. En gros, il y en a un par an pendant 14 ans. Il y a une année où il n'y en a pas. Et tous les ans, ou presque, on aura une publication avec des images de ce style, et même plutôt de ce style-là, c'est-à-dire des gros plans lunaires, comme si, alors c'est des images qui sont prises évidemment à l'aide d'un télescope et qui donnent l'apparence d'un survol avec une vue verticale, mais très très agrandie du territoire lunaire. Voilà, je vous ai mis aussi la première page d'un des fascicules, des 13 épisodes de l'Atlas photographique de la Lune, avec en première page une photographie. Ce sont des images qui ont deux composantes, deux volets. D'une part, ça correspond à un aboutissement scientifique important que je vais vous présenter. Il y a vraiment un gros effort qui débouche sur ces publications-là. Et l'autre volet, c'est que ce sont des images qui ont un immense succès public, qui fascinent littéralement les contemporains. On les voit un petit peu partout. Et du coup, elles ont une influence et ce succès aussi interroge. Donc je vous propose de faire la généalogie de ces images-là, ou de cette image-là, et de revenir en arrière donc, pour expliquer sa réalisation et son existence scientifique, de réfléchir à son succès et à son impact sur l'imaginaire du ciel. Alors ces images de Lune, d'abord, elles s'inscrivent dans une sous-discipline de l'astronomie qui s'appelle la sélénographie. Sélénographie, l'analyse, l'étude de la Lune, du personnage mythologique Séléné. Elle a, à partir de la fin du XVIIIe siècle, mobilisé un nombre relativement important de personnes, très souvent des profanes des sciences. Ce n'est pas tellement les astronomes professionnels qui vont s'intéresser à la Lune, c'est plutôt ceux qu'on appelle les amateurs, parfois des grands amateurs, des gens fortunés qui vont pouvoir avoir des instruments importants, mais assez peu les observatoires d'État où l'on pratique plutôt la mécanique céleste, la mesure de position des étoiles. Cet engouement des contemporains pour l'observation de la Lune, et surtout pour les profanes, elle a été décrite par certains contemporains. Et je voudrais commencer par cette citation de quelqu'un qui n'est pas du tout astronome, mais par contre qui s'intéresse beaucoup à l'infini du ciel. C'est Victor Hugo, qui a fait, dans un petit texte qui s'appelle Promontorium Somni, le récit d'une observation de Lune qu'il a décrit littéralement comme une expérience initiatique. Il décrit ce contact qu'il a eu avec le télescope. Alors, je vous lis la citation. Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire. Je parle de Paris où j'étais alors. J'entrais, la nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure et modelée de la lueur cendrée. Arago était chez lui. Il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Arago disposa la lunette et me dit « Regardez ». Cette vision, après il décrit tout ce qu'il voit, et il conclut « Cette vision est un de mes plus profonds souvenirs ». Voilà donc ce texte
est emblématique d'un intérêt des profanes pour la Lune, et un intérêt qui a commencé à se développer à la fin du XVIIIe siècle et qui atteint autour de 1900 une sorte d'acmé. Donc on va s'intéresser à l'essor de cet intérêt qui se manifeste en grande partie par la production d'images. Effectivement, ces amateurs d'astronomie qui ont des instruments, qui regardent le ciel, qui regardent la Lune, ce sont aussi des importants producteurs d'images. Et ils créent, dès la fin du XVIIIe siècle, une sorte de tradition visuelle avec plusieurs types d'images et une trilogie, je vous les montre tout de suite, trilogie visuelle qui va structurer l'organisation des images de la Lune et qui va être importante aussi dans la manière dont les scientifiques à la fin du 19e vont mener le projet de l'atlas photographique de la Lune. Alors voilà, ces images, il y en a 3, j'espère que vous voyez bien. On va commencer par la première. En gros, la première, c'est une carte. La deuxième, c'est un dessin d'un site lunaire. Et la troisième, on peut parler de portrait de Lune. Alors la carte, la cartographie de Lune, elle s'inscrit là aussi dans une tradition un petit peu ancienne. C'est au milieu du XVIIIe siècle qu'on commence à avoir des repères suffisamment solides pour cartographier la Lune, avec des lignes imaginaires, des méridiens, des parallèles, comme pour la cartographie terrestre. Ici, le document que je vous présente, c'est une carte allemande. Les Allemands sont de très bons cartographes et ça se vérifie aussi pour l'histoire des cartes de Lune. C'est la carte de 2 astronomes, Baire et Mädler, qui sont des amateurs. Alors en fait, ils ne sont pas tout à fait au même niveau. Baire, c'est un banquier, c'est plutôt le mécène. C'est lui qui va installer un observatoire. Et Mädler, lui, c'est l'astronome, c'est lui qui va réaliser le contenu du travail et qui, à l'issue du projet, à l'issue de la réalisation de cette carte, d'ailleurs, va avoir une carrière d'astronome professionnel. Cette carte, elle est achevée à Berlin en 1834 et elle va rester très importante dans l'histoire des images de Lune parce que pendant près de 45 ans, elle fait autorité. Alors, je vous montre un agrandissement pour que vous saisissiez le niveau de détail. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin et beaucoup plus fin que tout ce qui avait existé auparavant, avec une cartographie qui se veut très précise. Il y a beaucoup de mesures, des mesures d'altitude qui sont effectuées avec la mesure des ombres, très délicat parce que les instruments ne sont pas si puissants. Et puis, il y a un gros effort aussi au niveau de la toponymie. Les Baire et Mädler vont donner énormément de dénominations de lieux. Il y en a déjà un petit peu, mais là, on passe à une quantité vraiment infiniment supérieure. Alors, la qualité du dessin, c'est assez intéressant lorsqu'on compare les différentes cartes. Il y a comme un flottement entre les tracés des formes des cratères. C'est pas très précis, mais par contre, ce qui est précis, c'est les centres des cratères, c'est les points où il y a des petits numéros là qui ont été mesurés très précisément et qui font l'objet en général d'une dénomination. Voilà, donc on peut réfléchir aussi à ce qu'apportent ces différents types d'images en termes de connaissances. Là, la carte, elle apporte une connaissance par la mesure, le chiffre, par la qualité du dessin, par la nomenclature aussi, des types de reliefs. Vous voyez qu'il y a différents grisés qui traduisent à la fois ce qu'on appelle l'albédo, c'est le rayonnement de la Lune, et puis aussi les reliefs, avec comme les cartographies de l'époque, avec des petits... comment dirais-je, des rainures. Je retrouve plus le terme, il m'échappe. Voilà, peu importe. Des hachures, voilà. Merci beaucoup. Des hachures. Voilà, donc un mode de connaissance qui passe par la mesure, le dessin et la dénomination avec la toponymie. Le deuxième type de ces images de Lune, c'est le dessin de site. Un dessin de site lunaire, donc c'est le second. C'est une activité, là aussi, qui est très importante chez les amateurs de Lune et qui va traverser tout le 19e siècle. Souvent, les amateurs observent un site, 2 sites, et de manière extrêmement récurrente, ils deviennent comme des familiers d'un lieu sur la Lune.
Alors là, je vous ai montré une image qui est issue d'un atlas, là aussi d'un Allemand, Schroeter, donc, qui publie en 1791 un atlas de, vous voyez le titre, hein, de fragments séléno-topographiques. Donc c'est une série de sites lunaires avec un dispositif visuel assez sophistiqué, puisque vous voyez, il y a plusieurs parties dans l'image. Ici, on a l'image d'une superficie assez étendue, avec des toponymes, des cratères. Et puis ici, on va avoir des détails qui fragmentent en fait l'espace, mais aussi le temps. C'est-à-dire qu'il va montrer le même lieu, mais à différents moments de la journée lunaire et avec différentes ombres. C'est-à-dire qu'il montre ce qu'on voit de la Terre et ce qui permet, le jeu des ombres permet de reconstituer par l'imagination et par la mesure la configuration des reliefs. Donc là, c'est le même cratère, mais avec une ombre différente, puisque c'est représenté à des moments différents. Ça joue aussi sur le changement d'échelle. Vous voyez qu'on a des effets de zoom, d'agrandissement. Alors là, c'est assez différent de la cartographie. C'est une représentation qui passe par la grande échelle, par un niveau local, et qui permet la projection de celui qui regarde ou de l'astronome qui devient extrêmement familier de ces lieux dans ce qui commence à ressembler à un paysage lunaire. C'est-à-dire que ça va être susceptible d'investissement sensible, psychologique. Le troisième type de ces images lunaires, c'est le portrait. Alors là, le portrait, je vous ai mis, cette fois-ci, c'est un Anglais, John Russell. C'est un peintre, c'est un portraitiste. Il est portraitiste à la cour d'Angleterre. Il est pastelliste, plus précisément. Il peint en pastel. Il va aussi réaliser des pastels de lune. Et il s'intéresse à la lune qu'il essaye de représenter, non plus par la mesure ou par le nom. Vous voyez qu'il n'y a aucune inscription sur son image, mais ce qu'il essaye de représenter, c'est ce qu'il voit en tant que regardeur de lune, dans une démarche qui serait celle d'un peintre scientifique. Il n'est pas le seul, il y en a un certain nombre au cours du XIXe siècle qui réalisent ce type de représentation, donc de peinture scientifique de lune. C'est peut-être ce qui est le plus proche des premières photographies, à partir du moment où la photographie va exister. Alors, voilà 3 modes. Là, pour évoquer aussi le mode de rapport à l'image et de rapport à la Lune, là, c'est vraiment saisir le phénomène, donc c'est un rapport plus sensible que les 2 précédents à l'astre. Alors voilà 3 types d'images. On voit que les Français sont peu représentés au début du siècle. On voit aussi que ces images photographiques de la fin du XIXe siècle s'enracinent en réalité dans une histoire iconographique plus ancienne qui a produit déjà des connaissances assez précises sur la Lune. On voit aussi que la photographie, qui officiellement naît en 1839, va renouveler l'organisation de ces images de Lune. Elle reconfigure aussi les lieux. C'était l'Allemagne et l'Angleterre. Après la photographie, ça va être les États-Unis, l'Angleterre aussi, et puis la France, qui s'empare de cette nouvelle technologie et qui devient pionnière. Les tentatives de photographie lunaire sont très précoces. En fait, dès 1840, Daguerre va réaliser des images de Lune, dont la plupart sont perdues. Là, je ne peux pas vous en montrer aujourd'hui. Et puis, c'est ensuite aux États-Unis, à partir de 1849, donc vous voyez une dizaine d'années après l'invention de la photographie, aux États-Unis, que l'on fait des premières photographies, ou plutôt des daguerréotypies lunaires. D'abord, c'est un amateur dans l'État de New York qui fait sans télescope une image de Lune. Et puis, comme c'est un succès, les astronomes professionnels américains s'y intéressent. À Harvard, aux États-Unis, le photographe, l'astronome Whipple va s'intéresser en 1851 à la photographie de Lune et va réaliser ces magnifiques images que l'on connaît, sur lesquelles il y a déjà eu pas mal de travaux. Il y en a une série, là aussi, les exemplaires conservés sont assez rares. Donc c'est celle que je vous montre, c'est une image de 1852, un daguerréotype, c'est l'original, qui est un petit peu abîmé. Donc il réalise ces images en plaçant l'appareil, le daguerréotype, au bout d'un gros télescope.
et produit ces images qui sont immédiatement connues en Europe par deux canaux. D'abord par le canal scientifique, elles sont présentées à l'Académie des sciences et les savants français vantent les mérites de ces images. Hervé Faye en particulier, qui est un grand promoteur de la photographie astronomique, va les comparer avec les cartes de Baire et Madler en disant qu'elles sont bien supérieures en termes, dit-il, de pittoresque. Et le mot est assez intéressant, ça renvoie bien à ce rapport sensible à la surface représentée. Autre vecteur de la célébrité de ces images, c'est les expositions universelles, puisque les daguerréotypes de Whipple sont exposés à l'exposition universelle de Londres en 1851 au Crystal Palace, et elles gagnent des médailles, et même des médailles d'or. Donc ça les rend vraiment célèbres, ça montre aussi à quel point ces images frappent les contemporains. Je vais boire un petit peu. En France, on va avoir aussi assez rapidement des tentatives, mais dans un premier temps, ce ne sont pas les professionnels qui s'intéressent à la photographie lunaire, c'est le monde amateur qui va tenter de développer ces techniques-là. Alors il y a plusieurs tentatives, mais une qui est frappante. Alors ça se passe à cet endroit-là, l'image est assez étonnante. C'est la première tentative en fait concertée et un petit peu planifiée de réalisation de photographie lunaire en 1856. Même le 13 octobre 1856, la date est précise parce que c'est à l'occasion d'une éclipse de lune qui est évidemment annoncée et qui donne lieu à une association entre, d'une part, les amateurs de photographie, ceux de la Société française de photographie, et d'autre part, les amateurs d'astronomie en relation avec ce lieu. Alors ce lieu, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le parc d'exposition d'un fabricant d'instruments dont l'entreprise s'appelle l'Institut optique et technomatique, qui appartient à un astronome, enfin un fabricant d'instruments italien qui s'appelle Porro, qui se situe boulevard d'Enfer. La boutique est rue de l'Ouest, donc c'est dans ce quartier-là. Et il possède à côté de sa boutique une sorte de jardin où il a disposé ses instruments pour en faire la publicité et pour que les acheteurs éventuels puissent les essayer. Et donc Porro met ses installations à disposition des amateurs de photographie pour essayer de photographier une éclipse de lune. Alors pourquoi une éclipse? Photographier une éclipse a l'intérêt de fixer un événement qui par nature est très bref, très fugace. C'est aussi le modèle des éclipses solaires qui, notamment en 1851, il y a une éclipse solaire qui donne lieu à de très importantes expéditions scientifiques. Alors là, la motivation scientifique est très claire, il s'agit d'examiner les protubérances solaires. Pour l'éclipse de lune, c'est moins évident, c'est plus par mimétisme que les amateurs se livrent et puis par fascination pour l'événement astronomique. Voilà, donc on a dans ce cadre, donc dans ce jardin, près de l'actuelle place d'Enfer Rochereau, avec, oui, j'en ai pas parlé, donc vous voyez, il y a des petites lunettes, et puis il y en a aussi une qui est très très grande. Si vous lisez le panneau qui est au premier plan, vous verrez qui se vante d'être la plus grande lunette du monde. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, elle est très, très imposante. Probablement plus que dans les observatoires d'État, puisque les observatoires d'État, à ce moment-là, au milieu du siècle, ne s'intéressent pas tellement à la puissance des instruments, mais plutôt à la précision et à la qualité des lentilles et de l'instrument en général. Donc là, les amateurs, ils vont plutôt se tourner vers la grandeur, la puissance, pour essayer de voir des objets célestes le plus proche possible. Alors, il y a des images qui en sortent. Je vais vous en montrer deux. Alors celles-ci, elles sont prises avec la grande lunette. Ce sont des images prises par un spécialiste de la photographie scientifique, Auguste Bertsch, et qui est prise au moment de l'éclipse du 13 octobre 1856. C'est une épreuve, cette fois-ci, au collodion, donc on a abandonné le daguerréotype. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces images? C'est flou. C'est flou parce que la lunette de Porro, elle n'a pas de mécanisme qui permet de compenser le mouvement de la Terre. Et du coup, on a une image
compte tenu du mouvement de la Terre et de la Lune, qui est un peu flou. Donc le résultat de cette première tentative n'est pas un plein succès, mais bon, on a quand même une image. Je voulais vous montrer aussi celle-ci. Alors celle-ci, elle n'est pas prise au télescope, c'est une image d'un photographe célèbre, Olympio Aguado, qui prend une photo de la Lune pendant l'éclipse. Et voilà, c'est une image d'une grande beauté, me semble-t-il, qui correspond à la saisie du phénomène plus qu'à une image scientifique. Et du coup, voilà, si on compare les deux, on est dans deux optiques assez différentes, mais je ne sais pas laquelle est la plus intéressante du point de vue des sciences. On a d'autres, dans les années 1850, 1860, d'autres photographies qui montrent l'amélioration des techniques photographiques et l'intensification de la circulation de ces images. C'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse. On a des images anglaises, de photographes aussi importants, Warren de la Rue, qui publie, qui produit des images des phases de la Lune. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve le cycle astrologique, lune croissante, pleine lune, lune décroissante, nouvelle lune, des images qui vont circuler beaucoup en Europe. Cette fois-ci, elles sont réalisées avec un télescope puissant. Elles sont plus floues, on voit que la netteté est importante parce que le télescope est muni d'un mouvement d'horlogerie qui est capable de compenser le mouvement de la Terre et le mouvement de la Lune. On a une autre photo, là aussi, qui est importante dans l'histoire de ces images. C'est celle de l'Américain Lewis Rutherford à New York, dans un observatoire scientifique, et qui réalise lui aussi des images de la Lune agrandie. Et c'est ce que la taille de la Lune sur la photographie va être bien plus grande que ce qui existait auparavant. Et du coup, on a une vue bien plus précise qu'avant. Là aussi, ce sont des images qui passent par les institutions scientifiques, par l'Académie des sciences en l'occurrence, et qui vantent ses très grands mérites. Mais ce sont aussi des images qui vont circuler dans la population sous des formes assez variées. Alors la plus frappante, c'est celle-ci. On connaît depuis 1856 le procédé de la stéréoscopie, c'est-à-dire que vous allez, en mettant deux images un petit peu différentes côte à côte, vous allez produire un effet de relief avec un petit appareil que je vais vous montrer dans un instant. Et c'est Warren de la Rue qui, en 1862, applique ce procédé aux images de Lune. Alors comment fait-il ? Eh bien, tout simplement, il va utiliser deux images qui sont d'une date un petit peu différente, vous voyez, 1860-1859, pour avoir ce décalage d'angle qui va permettre d'obtenir un effet de relief. Et voilà, donc il y a un petit appareil qui permet de regarder ces images stéréoscopiques, et ça produit effectivement un effet de relief très important, qui est important aussi parce que ça restitue au satellite de la Terre son volume, qui n'est pas forcément perceptible lorsqu'on l'observe à l'œil nu. On a donc, dans les années 1860, des images photographiques de Lune qui circulent, qui sont accessibles à la population, assez différentes de ce qu'on peut voir à l'œil nu. On a l'image d'une petite planète, grâce notamment à la stéréoscopie. On voit apparaître aussi les cratères, en particulier sur cette image-là, celle de Rutherford, on voit très nettement les impacts des gros cratères lunaires et ces stries qui sont dues à l'explosion en fait et aux projections tout autour de l'impact qui organisent l'espace lunaire. Les taches, ce qu'on appelle les mers aussi, sont bien plus visibles qu'auparavant. Voilà, donc on commence à amorcer un effet de rapprochement avec ces petits instruments qui attestent de la grande diffusion de ces images. On peut ajouter par rapport à ces pratiques de production d'images quelque chose d'un petit peu différent. C'est ça. Voilà, donc un gros plan lunaire photographique. Alors en fait,
en 1874, au moment où les Anglais Naismith et Carpenter publient leur livre sur la Lune considérée comme une planète, un monde et un satellite, eh bien, les instruments astronomiques ne permettent pas d'avoir un gros plan aussi rapproché. En fait, c'est pas la Lune, c'est pas une photographie de Lune, c'est une photographie de maquette de Lune. Donc les astronomes se sont livrés à la fabrication de maquettes en plâtre et papier mâché, et puis ensuite ils ont éclairé ces maquettes conformément à ce qu'ils pouvaient observer sur la Lune, et c'est ce dispositif qu'ils ont pris en photo pour accentuer cet effet de rapprochement. Et c'est assez intéressant quand on voit la série de photographies, parce qu'on trouve là des choses qui sont très proches de ce qui sera réalisé 25 ans plus tard à l'Observatoire de Paris. On peut ajouter aussi l'existence d'atlas qui mettent en série ces divers types d'images, les gros plans, les dessins, les cartes. Voilà, donc on sent bien à partir de 1850 que s'effectue un effort de représentation qui repose justement sur ces variations des supports, des techniques, des échelles, comme si on avait un ensemble d'objets complémentaires qui œuvraient à la connaissance de la Lune comme objet naturel. On peut constater aussi que dans les années 70-80, on a tous les ingrédients qui vont faire le succès de l'atlas photographique de la Lune et la modernité de ces images, puisqu'on a des cartes, la finalité de l'atlas est cartographique aussi, on a des photographies, on a des gros plans, de maquettes certes, mais des gros plans, et puis on a des atlas. Reste à parvenir à mettre ensemble tous ces ingrédients pour réaliser un atlas de gros plans photographiques, et pour répondre à ce qui apparaît comme une attente des astronomes, mais aussi du public. Et là, cette réalisation, elle s'effectue dans le cadre, cette fois-ci, de l'astronomie professionnelle en France, à Paris, à l'Observatoire de Paris, qui va mener à bien ce gros projet. Alors, l'Observatoire de Paris, c'est un observatoire ancien, un observatoire d'État, qui va devenir le lieu de la photographie lunaire, entre autres, et aussi de la cartographie des étoiles. C'est un ancien lieu savant, comme on sait, fondé par Louis XIV, un de ces observatoires royaux où s'est faite en partie la science astronomique. Cet observatoire de Paris, il se modernise au cours du siècle. Il se dote d'un personnel spécialisé, de professionnels de l'astronomie. C'est ceux qu'on appelle les astronomes d'État. Ils sont formés, il y a une formation spécifique, ils ont des statuts, ils ont une carrière, autant d'éléments qui définissent une profession. Cet observatoire de Paris, il domine aussi un réseau d'observatoires français qui sont créés au cours du XIXe siècle, et il s'insère dans un réseau international. Il se complète aussi en 1876 de l'observatoire de Meudon, qui lui est orienté vers l'astrophysique, qui fuit aussi les lumières et les vibrations parisiennes, qui sont les ennemis des astronomes. Voilà, donc c'est un lieu très important de production de savoir astronomique, un lieu de professionnalisation aussi, qui remporte des grands succès. Un succès important au XIXe siècle, c'est la découverte de la planète Neptune, sous l'égide du directeur de l'Observatoire de Paris, qui s'appelle Le Verrier, en 1846. Ce succès est le fruit des compétences, bien sûr, des pratiques scientifiques de l'Observatoire de Paris. Et l'historien de l'astronomie, Simon Scheffer, a évoqué la discipline de l'observatoire, et notamment de l'observatoire astronomique. On demande aux astronomes professionnels d'être capables de produire en série des informations calibrées, comparables les unes avec les autres, et ce qui signifie d'être capable de se soumettre à des normes très strictes de saisie des informations savantes. Voilà, ce sont des pratiques qui sont essentielles dans le cadre de l'astronomie de position qui domine l'Observatoire de Paris dans un premier temps. Et effectivement, à l'Observatoire de Paris, l'observation des objets célestes n'est pas la première tâche, en tout cas pas avant les années 1880. Pourquoi ? En raison du cadre théorique de l'astronomie de cette époque-là. Le cadre théorique, c'est celui de la mécanique céleste, qui impose de calculer
les trajectoires des planètes, de mesurer les positions des étoiles, hein, donc avec le succès que j'ai mentionné tout à l'heure, de la découverte de la planète Neptune, avec aussi hein, toute cette tradition de fabrication des éphémérides qui était destinée à la navigation, une activité utile mais qui perd en importance au XIXe siècle, tout simplement parce qu'il y a d'autres moyens de se repérer en mer. À partir de 1878, cette politique hein, et ces orientations scientifiques de l'Observatoire vont changer à l'occasion d'un changement de direction d'abord. Le Verrier, qui était un mathématicien très investi donc dans les pratiques de la mécanique céleste, qui avait fait sa gloire, quitte son poste et il est remplacé par l'amiral Mouchez, qui est d'une culture un petit peu différente. C'est un ingénieur, un marin, et c'est lui qui va développer la pratique de l'astrophotographie à l'Observatoire de Paris. Alors il y a une histoire de personne, hein, mais évidemment il y a aussi des raisons plus profondes. Cette nouvelle orientation en direction de l'observation s'inscrit en fait dans un mouvement de promotion plus global des pratiques d'observation dans le cadre des observatoires professionnels qui puisent à des évolutions importantes, à des mutations théoriques et à une rupture, au fond, que l'historien des sciences Alexandre Coiré a résumé dans une formule limpide. Hein, si on considère la période qui s'étend du XVIIe au XIXe siècle, on est passé, écrit-il, du monde clos à l'univers infini. Hein, l'univers infini, ça signifie que l'univers ne peut désormais plus s'appréhender que par l'examen de situations locales, hein, des situations locales qui, au XIXe siècle, sont analysables hein, en fonction des lois fondamentales définies par Newton, et notamment de la gravité, et dont le Français, Pierre-Simon Laplace, a vérifié la réalité à partir du calcul de l'influence de la Lune sur les marées. Donc, cette évolution-là, hein, cette évolution scientifique, ces acquis-là, ce sont des choses très récentes au XIXe siècle, puisque Laplace, il meurt en 1827. Et c'est ce nouveau cadre, finalement, qui est le ferment d'un intérêt neuf pour l'observation des objets célestes. Alors, on en observe plusieurs types, hein, les étoiles doubles, par exemple, à cause de la problématique de la gravité. On observe les nébuleuses, qui, dans la théorie laplacienne, sont des berceaux des mondes futurs. Hein, donc, il y a toute une cosmogonie, une cosmologie, pardon, de la nébuleuse qui va inciter à les observer. On observe aussi les taches solaires, on observe aussi les planètes, et notamment la plus proche. Pourquoi on observe la plus proche? Tout simplement parce que c'est celle qu'on va pouvoir le mieux connaître. Hein, donc la Lune, on l'observe parce qu'on a la possibilité de connaître hein, et d'avoir une connaissance très fine d'un objet extraterrestre relativement proche, en tout cas accessible avec les instruments techniques de l'époque. Et c'est à ce moment-là donc qu'on va pouvoir commencer à voir avec précision hein, un autre monde. Voilà, donc dans ce temps-là, on voit aussi se développer une réflexion sur l'instrumentation, l'amélioration des instruments, sur les méthodes d'observation. Il y a notamment un Allemand qui réfléchit beaucoup à et qui théorise l'observation astronomique. C'est nouveau hein, dans les années 1830. C'est un astronome qui s'appelle Bessel. Et c'est tout cet effort-là et ce nouvel intérêt pour les objets célestes qui explique ce programme d'astrophotographie qui se développe à l'Observatoire de Paris dans les années 1880. Mouchez, à partir du moment où il entre en poste, il développe deux choses, des installations destinées à la photographie et puis des équipements d'instruments puissants. Et c'est là pour le coup, l'Observatoire de Paris s'insère vraiment dans une évolution globale de la science astronomique. À partir des années 1880, on a un âge des grands instruments qui viennent s'ajouter à tout un équipement de l'Observatoire. Alors quels sont ces grands instruments? En voici une image. Des grands instruments, les plus célèbres, ce sont ceux-ci,
qu'on a appelés les grands équatoriaux coudés. On en trouve 2 à l'Observatoire de Paris, et puis il y en a dans d'autres observatoires français, dans des observatoires à l'étranger également. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez qu'on a un escalier, un bâtiment, on voit bien le coude du télescope. Je vais vous montrer cette image-là qui permet de mieux comprendre comment ça marche. L'équatorial coudé, c'est un télescope avec 2 miroirs. On a un miroir à ce niveau-là, un miroir à ce niveau-là, et puis l'observateur, il se trouve ici. Double avantage, hein, on est à l'intérieur, ça se passe la nuit, l'observation astronomique, il fait froid, pleuvoir non, parce qu'en principe c'est partiel dégagé, mais ça permet, ce dispositif permet d'observer en restant à l'intérieur. On regarde aussi vers le bas. Attention au cervical, parce que les télescopes classiques étaient plutôt orientés vers le haut. Donc là, on a une position beaucoup plus confortable pour une observation qui va être régulière, récurrente, répétée. Donc c'est un télescope qui facilite la tâche des astronomes et qui va du coup permettre d'avoir ces fameuses informations calibrées, normées et que l'on peut mettre en série. Les mouvements de ce télescope se font, en fait, c'est pas l'ensemble qui bouge, c'est uniquement ce tube, c'est uniquement en fait cette partie-là qui peut basculer pour observer le ciel et différents endroits du ciel. Donc il y a quelqu'un qui vient là pour le faire bouger. Il a aussi un mécanisme qui permet de compenser le déplacement de la Terre. Voilà, et pour pouvoir suivre un objet comme si, un objet fixe dans le ciel, sans qu'il y ait de mouvement. Cette petite maison ici, c'est l'abri en fait. Lorsqu'on ne s'en sert pas, on enlève l'escalier, puis il y a un système de rails qui permet de fermer, de protéger l'ensemble du télescope. Voilà, donc ça, l'équatorial de l'Observatoire de Paris. Il y en a 2, il y a d'abord un petit équatorial qui est fait en 1882, puis un grand équatorial, c'est celui-ci, qui est construit en 1891. Autre volet, c'est le volet photographique. Il y a de premiers projets qui sont formulés dès 1875, notamment par un professeur de l'école polytechnique qui s'appelle Cornu, qui propose de réaliser une installation photographique à l'Observatoire de Paris, mais il se heurte à l'hostilité de Leverrier qui est encore en place. Dès qu'Étienne Mouchez arrive, il crée cet atelier photographique en 1879 qu'il confie à 2 opticiens qui sont très célèbres dans l'histoire de ces photographies lunaires. Ils s'appellent Paul et Prosper Henry, ces 2 frères qui vont vraiment suivre et s'occuper du développement de l'astrophotographie à l'Observatoire de Paris, tout autant à l'aspect photographique et puis surtout la réalisation... Au départ, ce sont des opticiens, donc qui sont très bons dans la réalisation des lentilles, des lentilles de télescope, des miroirs aussi, donc des travaux extrêmement minutieux, extrêmement précis. Et c'est eux aussi qui vont s'occuper du coup des instruments photographiques. Il y en a un des 2 qui va devenir astronome, c'est Paul Henry qui va devenir astronome, qui va obtenir le statut. Donc on voit aussi qu'il y a des nouvelles professions qui naissent au sein même des pratiques savantes, des pratiques astronomiques, et qui créent de nouveaux parcours. C'est des parcours assez exceptionnels, puisqu'au départ, ce sont des fabricants d'instruments, des artisans. Dès 1879, les frères Henry font de premières photographies, d'abord au grand télescope. C'est pas très convaincant au départ. En fait, ils mettent 10 ans à mettre au point un dispositif technique qui permet de réaliser des clichés de lune satisfaisants. Les premiers clichés qui sont jugés satisfaisants, ce sont des lunes de 40 cm de diamètre, donc beaucoup plus grand que ce qui a été obtenu auparavant. C'est dit dans les rapports à l'observatoire. On compare avec les photographies précédentes. Elles sont comparées avec les photographies de Warren de la Rue, de Rutherford, et elles sont évaluées comme nettement supérieures. Ensuite,
à partir de 1891, c'est le grand équatorial coudé qui va permettre de réaliser des photographies. Alors voilà, là je vous montre celle-ci de 1890. C'est l'une de ces premières photographies, de la série de photographies jugées satisfaisantes. Et on voit donc une lune rapprochée. Là, elle n'est pas entière, donc ça montre aussi l'intensité du grossissement. Puis on voit cette surface criblée par les météorites qui crible le sol lunaire. C'est donc au grand équatorial coudé que va se mettre en place la grande entreprise de photographie qui donnera lieu à l'Atlas photographique de la Lune, les 13 fascicules que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors là, c'est vraiment une production d'images en masse. Il y a 40 000 plaques de verre qui sont produites au grand équatorial coudé, dont une partie seulement, les meilleures, vont être publiées dans les fascicules, région par région lunaire. Alors ça donne des choses comme ça. Voilà, donc là, une partie nord, c'est inversé, une partie nord de la Lune, et puis on a des gros plans, des plans rapprochés. Et ce sont, avec des plans sur des cratères, les choix sont faits en fonction d'une série de critères, ça peut être des lieux, et du coup on retrouve les impératifs de la typologie que j'ai dressée au début de l'exposé, cet intérêt pour les sites, pour des sortes de localités lunaires qui permettent de se représenter ce que peut être un paysage de la Lune. Il y a les plaques photographiques, il y a les tirages, et puis ensuite, ces images sont reproduites par le procédé, là aussi, si ces images ont du succès, c'est aussi parce qu'il y a des nouveaux procédés de reproduction des images photographiques. C'est l'héliographie qui permet de faire des très belles images avec un niveau de précision très, très important. Et c'est le procédé qui est utilisé pour l'Atlas lui-même. C'est des grands formats. Bon, là aussi, il va y avoir plusieurs niveaux et plusieurs formes de publication, mais la publication principale, ce sont des grands formats avec des grandes images de très bonne qualité. Et ensuite, les images vont être déclinées sur d'autres supports moins coûteux, parce qu'évidemment, les fascicules de l'Observatoire de Paris, ils coûtent cher. On a donc là des vues radicalement neuves, fascinantes de la Lune, comme vue d'en haut, qui évoque ce paysage lunaire qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la littérature. Huysmans décrit un rêve, un rêve qui se déroule sur la Lune, et son personnage, en rêvant, imagine qu'il se déplace dans des lieux lunaires dont il connaît les différents noms, les différents sites, comme si les contemporains s'étaient imprégnés de ces images-là, de cette cartographie de la Lune, dans un effort d'appropriation. Comme si aussi, grâce à ces images, et à la série antérieure, la Lune s'était insérée dans l'inventaire du monde en marche depuis le XVIe siècle. C'est aussi, cette fascination, elle repose aussi très certainement sur tout un imaginaire et des croyances associées à la Lune, aux influences de la Lune, que ce soit les influences naturelles du type marée, ou les influences surnaturelles, ce que pointe l'astrologie, les croyances aussi qui font de la Lune une terre des morts. Et là aussi, ces croyances ne peuvent qu'alimenter la fascination à l'égard de telles images, qui figure bien un monde mort, au sens où on n'a pas découvert de sélénites sur la Lune, même s'il y avait des gens qui y croyaient, qui continuaient à y croire. Les astronomes professionnels étaient formels sur ce point. Il y a... Voilà, donc ces images vont circuler énormément et modifient l'imaginaire du ciel des contemporains. Je voudrais donner, pour terminer, je ne sais pas trop combien de temps j'ai parlé, oui ça va, des éléments sur cette circulation et sur l'impact de ces nouvelles images, sur leur inscription dans les esprits des gens, et puis aussi dans l'ensemble du corpus d'images, dans d'autres corpus d'images non scientifiques, puisqu'on voit qu'elles résonnent en fait dans tout un ensemble de productions culturelles. De l'éblouissement des contemporains à l'égard de ces images, on trouve de multiples traces.
il y a un fort engouement. Évidemment, on les trouve dans la littérature de vulgarisation, dans la presse, dans les périodiques comme La Nature, qui publie une grande reproduction d'une photographie à chaque parution d'un nouveau fascicule. Dans les ouvrages aussi, il y a toute une série de livres consacrés à la Lune qui paraissent dans l'espace pédagogique, que ce soit dans les écoles primaires ou dans les recueils d'images et de documents des élèves de Polytechnique. On trouve ces images de Lune. Les photographies circulent énormément. Elles sont beaucoup exposées aussi dans les expositions universelles, dans des expositions photographiques, dans des expositions astronomiques. Les gens ont de multiples occasions de les voir. Mais je vais me focaliser sur deux exemples qui montrent l'extrême intensité de la mise en valeur de ces images lunaires et la place exceptionnelle qu'on leur a faite. Alors, le premier des deux exemples, ça concerne l'exposition universelle. Vous connaissez l'immense exposition universelle de 1900, la plus imposante, la plus visitée, aussi 50 millions de visiteurs, et qui propose pratiquement d'offrir aux visiteurs un monde en réduction. L'exposition de 1900, c'est le règne des ramas. Vous connaissez ces géoramas, dioramas et ces daguerroramas, ces dispositifs qui permettent d'entrer en contact avec une réalité reproduite dans des dispositifs qu'on appelle des dispositifs de simulation immersif, c'est-à-dire qu'on va se trouver dans le transsibérien et voir le paysage défiler sous ses yeux, ou dans un paquebot et voir la côte de la Méditerranée défiler sous ses yeux, avec des systèmes de mouvement. L'exposition universelle de 1900, c'est le moment de ces réalisations-là. Alors, le ciel n'échappe pas à ces tentatives. Il y a des installations gigantesques qui visent à restituer, à reproduire et à proposer aux visiteurs un contact simulé avec le ciel. Alors, il y a deux grands pavillons qui sont consacrés à l'astronomie, à l'exposition de 1900. Le premier, c'est celui-ci. Alors là, l'image met bien, c'est une plaque de lanterne magique, met bien en valeur ce globe qui s'appelle le Grand Globe Céleste et qui veut rivaliser d'une certaine manière avec l'emblème de l'exposition universelle de 1889 et lui apparaître comme le marqueur de l'exposition de 1900, ce qu'il est au moins en partie. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce grand globe céleste qui représente sur son extérieur les signes du zodiaque, et à l'intérieur, eh bien, on a une simulation du ciel. En fait, on est dans un globe, et à l'intérieur du globe, il y a un petit globe, c'est la Terre, et on peut entrer dans la Terre, et vous voyez les petits hublots. Par les petits hublots, on va pouvoir contempler le ciel, les planètes, la Lune qui tourne autour de la Terre. L'ensemble est tournant, la Terre tourne sur elle-même, donc ça permet d'avoir l'idée du mouvement des étoiles et des planètes. Et les spectateurs peuvent se déplacer en latitude, aller constater qu'au pôle, eh bien, on a une lumière permanente, avoir une idée du fonctionnement des saisons, etc. Donc avoir en modèle réduit le cosmos dans un globe. Alors ça, c'est la première installation qui n'est pas tellement pionnière dans son esprit, c'est plus des éléments un petit peu connus qui sont vulgarisés, et en dessous, on va avoir d'autres installations. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Celui qui nous intéresse plus, c'est celui-ci. Second pavillon consacré à l'astronomie. Et d'entrée de jeu, lorsqu'on voit l'affiche de ce pavillon qui s'appelle la Grande Lunette de 1900, au Palais de l'Optique. Le palais, c'est l'ensemble des installations. La Grande Lunette, c'est l'installation principale. Et là, on voit qu'on a un personnage qui tend un globe lumineux qui peut renvoyer à la fois à la lumière électrique, là aussi très valorisée en 1900, mais qui offre aussi la Lune à portée du public. Et là, on a un personnage qui regarde cette Lune. Donc cette Grande Lunette, si on sait lire l'image, elle va donner
et offrir la Lune à portée de main. Alors, comment c'est organisé? Là, je vous propose une gravure qui est tirée de la nature, de périodiques, de vulgarisation scientifique. On trouve beaucoup de gravures de ce type qui expliquent très bien, de manière très pédagogique, les différents dispositifs. Alors, on va commencer par regarder le haut. En haut, on a l'ensemble de cette installation qui est composée de 3 parties. On a ici déjà un grand tube, qui est le tube d'un télescope avec des lentilles. C'est très grand, il fait 60 mètres de long, 60 mètres de longueur. Et puis ici, on a cet instrument-là qui s'appelle un sidérostat. En fait, c'est composé d'un grand miroir qui est tourné vers le ciel. Vous voyez qu'ici, on a un rayon, c'est le ciel qui se projette sur le miroir, et le miroir concave, va renvoyer l'image dans ce tube-là. Et il y a un dispositif qui permet de le faire bouger, là aussi, pour compenser la rotation terrestre. C'est peut-être un petit peu accentué au niveau de l'échelle, mais on a quand même des instruments massifs. Le gigantisme est un élément très important de ce dispositif. Puis c'est un petit peu comme si on avait un télescope ouvert. On voyait, les gens peuvent circuler, voir comment c'est fait, alors que souvent, cette partie-là, elle est à l'intérieur du télescope. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, le tube, il est tellement grand que ce n'était pas possible de l'avoir directement tourné vers le ciel, et ça aurait été vraiment très compliqué d'avoir une coupole pour le protéger et de pouvoir le faire bouger. Donc la seule partie qui bouge, c'est le miroir. C'est un procédé très efficace. Et puis ici, on a une troisième partie. Je fais un agrandissement. C'est la partie qui nous intéresse. Au bout du tube, donc vous voyez, là c'est le bout du tube, on a un double système avec un appareil photographique et puis à côté une lanterne magique. L'appareil photographique va prendre des photographies de l'image projetée par le dispositif, donc des photographies des astres observés. La lanterne magique va être capable de projeter ces images. Et qu'est-ce qu'on voit parmi les images projetées? Eh bien, ce sont des images lunaires. Alors c'est difficile en fait de savoir exactement quel était le programme de projection dans le cadre de ce sidérostat. On trouve quand même quelques éléments et j'ai pu avoir confirmation qu'on avait des projections, des photographies de l'atlas photographique de la Lune. Vous voyez, donc là en fait c'est une salle de spectacle avec un grand écran et puis là les gens qui viennent voir le spectacle astronomique qu'il aurait proposé. Il peut y avoir des images mouvantes, il semble qu'il y avait des choses qui pouvaient ressembler au spectacle scientifique de cette époque-là, avec des lanternes magiques qui permettaient de faire bouger différentes parties. C'est une sorte de son et lumière assez sophistiqué, mais fondé sur des images scientifiques. On sait aussi qu'il y a eu des projections des images du livre de Naismith et Carpenter que je vous ai montré tout à l'heure, ces maquettes avec des gros plans. Donc là, ils ont été projetés à cette installation de l'exposition universelle. Voilà, donc on peut imaginer la puissance de cette mise en scène pour les contemporains, qui explique aussi le surnom de l'ensemble de l'installation. C'est pas son surnom officiel, c'est vraiment le public qui a dénommé l'installation de cette manière. Ils l'ont appelée la Lune à 1 mètre. Donc vraiment avec cette idée que le dispositif permettait de s'approcher, de voir la Lune comme un paysage à la fois familier et étrange, peut-être un peu inquiétant, mais en tout cas de l'avoir presque à portée de main. Le second exemple que je veux vous évoquer pour terminer cet exposé concerne justement les nuits parisiennes. Je vous ai dit tout à l'heure que la fête parisienne était rétive au ciel et aux astres. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'espère que vous me pardonnerez ce mensonge pédagogique. En fait, la Lune, elle est présente dans les spectacles, mais pas sous sa forme scientifique. Il y a un certain nombre de spectacles qui vont utiliser le thème lunaire, et d'une manière très intense à l'époque, mais en se tournant vers des thématiques plus classiques. Alors ça, c'est une affiche d'un spectacle. Vous voyez que le spectacle s'appelle « Le voyage dans la Lune », Opéra Féerie en 4 actes, 23 tableaux. C'est une opérette
écrite et mise en scène à partir du livre de Jules Verne, Le Voyage dans la Lune, avec musique d'Offenbach, le livret de Van Loo et Le Terrier. Et voilà, c'est un spectacle qui est mis en scène à plusieurs reprises, et évidemment qui insiste sur la Lune. Mais ce qu'on voit lorsqu'on regarde l'affiche, et c'est le cas aussi du spectacle, c'est qu'on n'est pas du tout dans le registre scientifique, c'est plus le visage dans la Lune qui est mobilisé. On va peut-être avoir quelques sélénites, il va y avoir le canon, il y a un télescope, les instruments. Voilà, donc on est plutôt dans un registre traditionnel, classique de la thématique lunaire. Et c'est emblématique de ce qui se passe à la période, à ce moment-là, comme si les images scientifiques réactivaient en fait un imaginaire ancien de la Lune. Et on peut citer de nombreux exemples de ces références-là. On peut mentionner aussi l'importance du personnage de Pierrot à la fin du XIXe siècle, qui est présent partout dans la publicité, dans les spectacles, un spectacle de mimes, etc. Donc là, je vous ai montré une affiche, là aussi, d'un spectacle de Robert Houdin, théâtre Robert Houdin. Robert Houdin, c'était un magicien qui créait des spectacles fondés d'ailleurs en grande partie sur des techniques scientifiques, qui faisaient apparaître des spectres lumineux, par exemple, des projections, quelque chose d'assez technique. Et Robert Houdin, en 1890, il produit et met en scène un spectacle qui s'intitule Les farces de la Lune, et c'est la même chose, on retrouve le visage de l'homme dans la Lune, le croissant, la déesse allongée sur le croissant, et puis des références à des thématiques très classiques, très anciennes, Nostradamus, l'astrologie, les capacités les influences de la Lune sur les esprits, etc. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique et qui concerne le monde du spectacle, donc un imaginaire ancien, réactivé au contact des images scientifiques, comme si le corpus culturel travaillait au contact de ces images. Mais il faut surtout évoquer un lieu plus emblématique encore de la culture de masse, et qui est aussi un haut lieu des sorties parisiennes pendant avant-guerre et aussi pendant l'entre-deux-guerres. Je pense que vous en avez entendu parler si vous avez suivi d'autres de ces conférences sur la nuit à Paris. Il s'agit de ce lieu-là. Un lieu qui s'installe porte de Neuilly, aux limites du bois de Boulogne, dans un quartier qui devient un quartier de sortie à Paris, de sortie nocturne, de bals de travestis, lieu de rencontre, parfois pas très bien famé. Et ce lieu, il s'appelle le Luna Park, qui est créé en 1909 à Paris sur un modèle américain. Le Luna Park de référence, c'est le Luna Park de Coney Island, qui est créé à côté de New York en 1901 et qui propose des attractions à côté des salles de spectacle et des salles de bal, des attractions. Et parmi ces attractions, une attraction là qui ouvre vers une deuxième phase de l'histoire de la Lune, puisqu'il s'agit d'un voyage dans la Lune. Un voyage dans la Lune simulé, bien entendu, par une attraction. Un voyage dans la Lune qui est parfois très sophistiqué, avec des engins de transport. Quelquefois, ce qu'on appelle voyage dans la Lune, c'est simplement une grande roue qui permet de s'élever, puis de revenir sur Terre assez rapidement. Donc voilà, ce lieu, le Luna Park, est très important dans l'imaginaire. Jusqu'aux années 50, ça sera un lieu de sortie populaire, un lieu d'attraction, un lieu de rêve aussi, certainement, et qui se situe sous l'égide de la Lune. Mais là aussi, c'est une Lune, vous voyez, on voit le croissant, c'est pas du tout une Lune scientifique, mais c'est une Lune qui retrouve sa place, certainement, dans les nuits parisiennes. Alors, pour conclure, j'ai tenté de réfléchir à la manière dont les images participent à la production d'un nouvel imaginaire, à la manière dont elles transforment les représentations mentales du ciel.
Ici, dans cette histoire-là, indéniablement, c'est la science, les productions scientifiques qui sont moteurs de l'évolution. Mais ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut saisir, c'est que cette influence des sciences, elle suit des dynamiques complexes, plus complexes que ce qu'on pourrait croire, du point de vue de la production déjà des images scientifiques. On se rend compte que les acteurs sont nombreux, ce qui impose d'abandonner un schéma classique d'une diffusion d'un savoir académique qui se diffuserait comme ça, suivant un circuit descendant et sans médias vers les populations. En fait, on se rend compte que c'est plus compliqué, plus divers, que des acteurs comme les amateurs ont un rôle important à côté des professionnels, qu'ils ouvrent des voies diverses aussi à la diffusion, à l'appropriation des savoirs. Du point de vue de la réception de ces images, c'est la même chose. On se rend compte que l'intégration, l'appropriation des images scientifiques dépend aussi de l'activité d'autres corpus d'images non scientifiques qui participent donc au processus d'assimilation de ces éléments neufs. La culture de masse. On pourrait vraiment étendre le champ. Là, j'ai choisi de limiter à quelques exemples, mais on pourrait aussi voir ce qui se passe du côté de la peinture. Il y a beaucoup de peintres de lune dans cette deuxième moitié du 19e siècle, des spécialistes qui sont plutôt tournés là aussi vers un imaginaire plus ancien. On peut regarder du côté du cinéma. Je pense que vous avez tous pensé au Voyage dans la Lune de Méliès, qui joue beaucoup sur le registre du visage de la Lune. Voilà, donc il y a énormément de choses. Je voudrais, pour terminer, conclure, et là, ça sera vraiment la conclusion, conclure par deux œuvres d'art qui, me semble-t-il, mettent un point d'orgue avec beaucoup d'humour et de subtilité à cette première phase des histoires de la Lune. Alors, ils sont contemporains, les voilà. On a deux lunes, vous voyez, contemporaines, l'une de Picasso, l'autre de Man Ray. Et je les ai rapprochés parce que c'est assez saisissant. Tous deux utilisent les photographies de lune qu'on a vues aujourd'hui, en jouant sur ce rapport au passé et ce rapport à la modernité de la Lune. Chez Man Ray, c'est vraiment très marqué. Man Ray, il réconcilie dans cette image, d'une certaine manière, la Lune avec l'électricité, comme si c'était une manière de dire, oui, l'électricité, l'éclairage urbain a refoulé la Lune, mais là, on peut la mettre sur la même image qu'un interrupteur, comme si on rêvait d'allumer et d'éteindre la Lune. Picasso, lui, mobilise cet imaginaire ancien des figures de la Lune, qui puise dans l'Antiquité, plus tard, qu'il a écrit un livre de la face de la Lune, en inventant ce cheval couché. Donc il rajoute un nouveau thème. C'est aussi une mode à l'époque d'imaginer ce qu'on voit dans la Lune, au visage, au lièvre lunaire, à l'homme au fagot. Il y a toute une série de personnages qu'on a pu voir dans la Lune. Donc lui, il ajoute une nouvelle figure, mais sur une photographie scientifique de la Lune. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup de nous avoir fait connaître ces autres nuits parisiennes, pas celles des caves, mais celles des ciels de Paris. La parole est au public si vous avez des questions. Oui, bonjour madame. Moi, je voudrais savoir si Flammarion, il a fait aussi des photos de la Lune, s'il vous plaît. Absolument. Camille Flammarion, donc dans son observatoire de Juvisy, il a réalisé un grand nombre de photos. Il y a des plaques photographiques assez nombreuses, mais il faut dire que la qualité n'est pas comparable avec ce que je vous ai montré là aujourd'hui à l'Observatoire de Paris. Mais oui, c'était un de ces objets, et il a beaucoup commenté aussi les photographies de l'Observatoire de Paris. Une fois que le verrier était parti, les relations étaient plus faciles, donc il pouvait parler des productions astronomiques et des images de l'Observatoire. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais savoir l'exactitude de cartographie de Baire à l'époque. Alors, déjà,
Il n'y a qu'une moitié sur les cartes du 19e siècle. Donc on peut dire que c'est à moitié faux, puisqu'on ne connaît pas la face cachée. Il y a beaucoup d'imprécisions. Si on compare avec des cartes plus récentes, voilà, parce que le télescope qu'ils utilisaient n'était pas très puissant. Et puis, par la suite, on a pu s'approcher évidemment de la Lune et avoir des choses beaucoup plus précises. Donc c'est relativement imprécis. Pour ce qui concerne les tracés, il y a des points qui sont mesurés de façon assez fiable, mais les tracés des reliefs, des cratères, là, il y a beaucoup d'imprécisions. Merci beaucoup. Deuxième question, le Luna Park américain, ça date de quand? 1901. 1901. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question à vous poser. Que sont devenus les télescopes que vous nous avez montrés donc, à l'Observatoire de Paris et ensuite donc, aux expositions universelles? Merci. Alors, aux expositions universelles, ils ont disparu. On a essayé de les vendre, mais c'était trop grand, en fait, pour être réutilisé. Donc là, complètement disparu. Le grand équatorial Coudet, il est encore à l'Observatoire de Paris, mais dans un état absolument lamentable. Il est en train de s'écrouler et il semble qu'aucune action patrimoniale ne soit envisagée pour l'instant. Donc allez le voir, il est encore temps. Moi, je voudrais savoir s'il y avait des soirées mondaines à l'Observatoire de Paris ou si c'était vraiment qu'un usage scientifique ou si c'était... Parce que on a vu Victor Hugo, mais voilà, est-ce qu'il y avait des soirées mondaines? Alors, à l'Observatoire, je ne sais pas. À l'Observatoire de Camille Flammarion, oui. Dans la Tour Eiffel avec Camille Flammarion, oui. La fête du soleil. Là, vous me posez une colle sur l'Observatoire. Je suis peut-être pas très festive, en fait, je me rends compte dans ce cycle. Une autre question. Oui, vous avez parlé de beaucoup de la Lune, mais est-ce que d'autres planètes suscitaient autant d'intérêt Alors, oui, il y a des... Deuxième question, est-ce que les instruments dont vous avez parlé permettaient aussi une observation intéressante de ces autres planètes? Voilà, c'est ça le problème. La Lune, c'est le plus proche, donc effectivement, c'est le plus accessible. Il y a d'autres planètes, donc il y a aussi des photographies de Saturne, et puis c'est Mars qui intéresse à la toute fin du 19e siècle. Mais c'est beaucoup plus loin, donc on trouve le même type d'image, enfin on trouve en tout cas des cartes de Mars, mais alors là qui sont très très loin de la réalité. Il y a toute la querelle sur les canaux de Mars, les canaux martiens menés par l'italien Schiaparelli, puis aux États-Unis, Lowell. Donc là, ils font des cartes avec plein de canaux et ils disent que ce sont les Martiens qui ont fabriqué les canaux. Mais donc oui, elles sont observées, mais les moyens techniques sont quand même limités pour avoir plus d'intérêt. C'est pareil, les nébuleuses, il y a aussi des photographies d'étoiles, mais c'est des images qui circulent beaucoup moins et qui, du point de vue de l'histoire des imaginaires sociaux, ont beaucoup moins d'importance. Ça serait peut-être à discuter pour Mars, mais c'est vraiment autour de 1900 que cette thématique des Martiens se divulgue dans la société. Oui, vous étiez limité dans le temps. Et donc, est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité, est-ce que vous avez eu des photos de notre astronaute, on peut dire, qui a été donc là-bas? Et est-ce que vous avez des documents exploitables dès maintenant par rapport à tout ce qu'il a apporté? Ou non, c'est deux mondes différents entre ce que vous faites et ce qu'il y a de réalisé aujourd'hui? Oui, alors là, j'avoue que c'est très très différent. En revanche, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la sonde qui est passée à côté de Pluton, parce que il y a 1 an et demi, de mémoire, je ne sais plus très bien quand c'était, il y a peu de temps, je travaillais déjà sur ce sujet-là, et ça m'a beaucoup émue parce que c'était les premières images de Pluton. On n'en avait jamais eu jusqu'à présent, donc j'ai eu cette sensation. C'est pas la même chose parce que Pluton, évidemment, représente beaucoup moins de choses pour moi que la Lune pour les gens du 19e siècle, mais c'est la première fois qu'on voit une planète de notre système solaire. Merci. Oui, bonjour. J'aurais juste voulu savoir, parce que vous parlez beaucoup de l'appropriation culturelle et populaire d'un fait qui de base est scientifique, mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de danger à une distorsion des faits qui pourrait être faussée?
Alors, faussé par rapport à ce que disent les scientifiques? Oui, si une culture populaire s'approprie quelque chose qui, de base, ne lui appartient pas. Oui, ben, elle travaille avec ce qu'elle a. Donc, oui, j'ai du mal à répondre à votre question parce que, oui, c'est toujours faussé, d'une certaine manière, en effet. D'accord. Oui, moi je voudrais savoir, l'intérêt pour la Lune était lié au développement scientifique des lunettes, quoi. Ou parce que tu l'as situé fin 18e, est-ce qu'avant... Alors il y a des choses avant. La première lunette, elle sert à regarder la Lune, la lunette de Galilée, d'où son nom. Oui, il y a des choses, mais il y a une intensification et effectivement qui est liée à l'amélioration technique et à l'investissement dans cette astronomie d'observation. Mais bon, il y a une généalogie effectivement antérieure, mais on les compte quand même sur les doigts de la main, en fait, les producteurs d'images de Lune avant la fin du XVIIIe. Il y a Hevelius, il y a des cartes de Lune, il y a aussi des peintres de Lune, mais ils ne sont pas très nombreux. Puis il y a moins d'instruments d'observation, effectivement. D'autres questions? Non, il nous reste alors à vous remercier encore pour ce voyage. Merci beaucoup.